Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan. On va revenir sur cette manche du championnat du monde de Formule 1. On parlera bien entendu du bilan des Bleus, top, flop, pilote moyen comme d'habitude. On notera également ce Grand Prix. Enfin voilà, on retrouve un rythme habituel. On n'avait pas pu faire les deux derniers Grands Prix par manque de temps. Et là, on retrouve voilà, un rythme plus rapide pour faire les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à mettre à réagir dans les commentaires, à me dire si vous avez aimé, pas aimé ce Grand Prix et les pilotes français. Enfin voilà, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux quand vous mettez toutes les notifications, ça c'est le Saint Graal, comme je le dis tout le temps. Eh bien on commence tout de suite avec ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Grand Prix d'Azerbaïdjan qui ne m'a pas passionné énormément. Alors la course du dimanche m'a pas passionné énormément. Les qualifs, elles, je les ai trouvées très intéressantes. Même si on a vu dès le début du week-end que Ferrari et Red Bull étaient au-dessus. Que voilà, ce week-end, les deux voitures seraient inatteignables. Par contre derrière, il y avait une belle bagarre pour les qualifs pour savoir si Mercedes arriverait vraiment à caler ces deux voitures en troisième ligne. Et ce qui fait que les qualifs m'ont plus passionné que la course. C'est vrai que le Grand Prix, bon, ça m'a rappelé un petit peu la première édition du Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui n'avait pas été fantastique. Pour ceux qui s'en souviennent, la première édition du Grand Prix d'Azerbaïdjan, moi je l'avais regardé juste après les 24 heures du Mans. Et je crois me rappeler que c'est l'année où Toyota perd dans le dernier tour. Donc voilà, les 24 heures du Mans. Et moi j'avais regardé donc au moins les 3-4 dernières heures des 24 heures du Mans en direct. Et je m'étais tapé ensuite le Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui à l'époque était le Grand Prix d'Europe même. Et je m'étais extrêmement fait chier. Et je me souviens même plus si à un moment j'avais pas lâché. Tu sais, genre pendant 2-3 tours. Tellement je m'étais emmerdé. Là cette année c'était pas la folie au niveau du Grand Prix d'Azerbaïdjan non plus. Pour tout vous dire, je l'ai regardé, j'étais en train de repasser. Et je pense que ça m'a aidé à rester concentré jusqu'au bout de repasser. Vraiment, parce que je suis pas sûr que j'aurais pas dû faire une pause devant cette course, qui je rappelle était en clair sur Canal+. Je pense que Canal+ avait senti qu'il y aurait peut-être peu de monde devant la télévision. On va déjà commencer par ce clash de date avec les 24 heures du Mans. Ce qui est pour moi n'est pas normal, n'est pas normal. On se souvient tous de Chase Carey, le président de la F1, enfin le président de Liberty Media, l'américain, l'homme à la moustache, qui était allé aux 24 heures du Mans, alors ça remonte au moins il y a 3-4 ans, et qui avait dit « Vous allez voir, il n'y aura plus de clash de calendrier avec les 24 heures du Mans. Voilà, la F1 doit laisser de la place, grosso modo, aux autres compétitions pour que les fans... » je me branche, puisse vraiment pouvoir regarder pas mal de compétitions. Je crois que ça fait depuis au moins 2 ans qu'on a... Alors, au départ, on m'a dit, il y a la Covid. Bon, en ce moment, maintenant, la Covid, ça fait depuis 2022, on peut dire que dans beaucoup de sports, les calendriers sont revenus à la normale, quand même. Je pense au cyclisme, je pense même à d'autres disciplines. On n'a jamais eu, je crois, autant de clash avec d'autres disciplines. Je pense notamment à la F1, mais également la moto. La F1 et les 24 heures du Mans et la moto, c'est impossible. Enfin, c'est très compliqué. Je peux vous dire cette année, moi, de suivre les deux compétitions en parallèle, parce que le nombre de grands prix de F1 qui sont en même temps que les grands prix de moto, il faudrait que la F1 comprenne quand même qu'il y a beaucoup de fans qui ne regardent pas qu'une seule discipline de sport mécanique. Alors moi, je suis un peu une exception, je pense, quand même, parce que oui, je prends autant de plaisir à regarder de la F1 que de l'athlétisme, que du foot, voilà, je prends beaucoup de plaisir à regarder beaucoup de sports différents, mais quand même, c'est rare les mecs qui se concentrent sur une seule catégorie dans les sports mécaniques. Moi, j'en vois quelques-uns qui regardent la F1, l'IndyCar, que moi je ne suis pas parce que c'est un peu tard des fois, mais certains suivent la NASCAR. Enfin voilà,
on suit plusieurs catégories en même temps, souvent dans les sports mécaniques. Sauf qu'avec la F1, c'est impossible aujourd'hui. Et ça va être de pire en pire, vu qu'on veut 25, 26, 27 Grands Prix. Plus on va rajouter de Grands Prix du côté de la Formule 1, plus il va y avoir des clashs au niveau des calendriers. Et je vous le dis, moi je suis contre qu'on rajoute plus de courses. Alors déjà, je vous l'ai raconté plusieurs fois, mais pour moi, un Grand Prix doit rester un événement. Et plus on rajoute de courses, moins ça devient un événement. Et aujourd'hui, très clairement, ce Grand Prix d'Azerbaïdjan n'était pas un événement. Très clairement, également, le Grand Prix de Grande-Bretagne, par exemple, ou le Grand Prix des Pays-Bas, à part peut-être aux Pays-Bas et pour les fans de Max Verstappen, mais ne seront pas des événements à l'international. Mais là, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, t'as les trois quarts des gens qui s'en taper les coronets, quoi. Et le Grand Prix d'Émilie-Romagne, par exemple, on est tous d'accord pour le dire qu'il n'aurait pas eu lieu, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais aujourd'hui, on a trop de Grands Prix. On a trop de courses. Et c'est plus... On a, allez, je dirais au moins 7, 8 Grands Prix qui ne sont pas des événements. C'est pas normal, c'est la F1, c'est techniquement la catégorie la plus élevée des sports mécaniques. Et puis aussi, c'est impossible pour un pilote de F1 d'aller sur un autre événement. C'est impossible pour un Charles Leclerc d'aller sur les 24 heures du Mans aujourd'hui. Il y a trop de courses. Même s'il n'y avait pas de clash de calendrier. Imaginons, il n'y a pas de clash de calendrier, les 24 heures du Mans et la F1, l'année prochaine, par exemple, il n'y a pas de clash de calendrier. Oui, mais les 24 heures du Mans, ça se prépare. Il faut faire des séances d'essai, il faut faire des séances d'essai privées. Il y a les séances également pour les débutants. Il faut passer des tests pour pouvoir aller aux 24 heures du Mans, même quand tu es pilote de Formule 1. Et le problème, c'est que tout ça, c'est sur des jours en plus. Donc ça ne peut pas se caler dans le calendrier avec 25 ou 26 courses. Donc c'est impossible aujourd'hui pour un pilote de F1 d'aller sur une autre catégorie, d'aller faire les 500 miles, d'aller faire les 24 heures du Nürburgring, d'aller faire les 24 heures de Spa. C'est impossible. Il n'y a pas la place dans le calendrier. Tant que ça sera comme ça, et moi je pense que la F1 doit diminuer le nombre de courses. Je suis plutôt partisan. Et on voit que ça pose même problème avec le budget capé. Avec l'inflation, avec le problème au niveau de la logistique, les coûts dans la logistique augmentent énormément, tout simplement parce que le pétrole a atteint des sommets, que vous avez l'inflation, que l'euro n'est plus une monnaie si forte que ça. Pendant très longtemps, l'euro était au-dessus du dollar, sauf que maintenant, euro et dollar sont assez proches. Donc, avant, il y avait, par exemple, quand on allait aux États-Unis ou au Canada, en termes de budget, ça coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui. Parce que l'euro étant plus cher que le dollar, voilà, au niveau du transport, ça aidait un petit peu. Sauf que maintenant, le dollar est très cher, et on se retrouve surtout avec des coûts d'inflation qui sont énormes. Là, les équipes vont avoir du mal à boucler les budgets, surtout que ce n'était pas prévu en début de saison, l'inflation. Quand on a préparé les budgets, ce n'était pas prévu qu'il y ait la guerre en Ukraine. Donc il n'y a pas assez de marge. Toto Wolff a dit il faut 10 millions. Alors, moi, je pense qu'au lieu de faire 10 millions, il faudra annuler un Grand Prix. Sauf que annuler un Grand Prix, c'est pas faisable non plus, parce que vous avez des contrats qui sont mirobolants pour avoir les Grands Prix, et ce qui fait qu'on se retrouve dans un problème majeur. Soit les équipes ne vont pas pouvoir développer les voitures en fin de saison et ne pourront peut-être pas payer certains salaires, soit on est obligé d'annuler un ou deux Grands Prix. Soit on est obligé, troisième solution, de augmenter les budgets capés. Sauf que le principe même des budgets capés, c'était d'éviter que les coûts s'envolent. Si les coûts s'envolent de nouveau, les budgets capés, ça ne servait absolument à rien. On est tous d'accord là-dessus. Et surtout, ça va réaugmenter les écarts entre les petites équipes comme Williams et les grosses comme Mercedes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir autant de Grands Prix. Je suis désolé, ça va peut-être pas plaire à certains. On a des saisons qui sont maintenant extrêmement longues, qui même à suivre sont pas simples à suivre. J'adore la Formule 1, mais au bout d'un moment, quand tu as 21, 22, 23 courses, moi très clairement ces dernières années, quand il y a la pause au moment du Grand Prix de Hongrie, je suis content. Je suis content qu'il y ait une pause. C'était pas le cas avant. Avant, je m'ennuyais quand il n'y avait pas de Formule 1. Mais c'était à l'époque où il y avait 17 ou 18 Grands Prix.
Aujourd'hui, il y en a plus de 20. C'est vrai que, et même les pilotes, on sent que quand ils arrivent en Hongrie, ils sont rincés et ils ont envie de vacances. Et encore plus avec des voitures qui sont physiquement exigeantes. Deuxième problème, est-ce que ces voitures de Formule 1 sont dangereuses physiquement? Est-ce qu'il faut changer le règlement sur ces voitures de Formule 1? C'est ce que propose George Russell. Alors c'est bizarre, c'est ce que proposent des équipes qui sont un petit peu en difficulté en disant il y a un problème avec le pompage. C'est vrai que sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, ça a été un véritable problème. Qu'on n'avait pas eu à Jeddah, parce qu'à Jeddah, il doit y avoir moins de boss sur la piste. Là, c'est vrai qu'en Azerbaïdjan, on reste sur un circuit en ville, donc pas mal de boss dans la ligne droite, et il y avait énormément de marsouinage, notamment l'image de Lewis Hamilton qui n'arrivait pas à sortir de sa voiture, avec un Toto Wolff qui a dit il y a des chances qu'il soit forfait pour le Grand Prix du Canada, parce qu'en plus le Canada ça va également être compliqué, parce que c'est un circuit avec beaucoup de bosses, tout simplement parce que je rappelle que le Canada est un pays où il fait très frais, et où le goudron est soumis au dégel, et à des rudes conditions, ce qui fait que ça fait des bosses. Tous les circuits d'Amérique du Nord, tous les circuits qui sont dans cette région-là du globe, dans la partie haute, je dirais, des États-Unis, et Moshport, le Grand Prix, le circuit de Montréal et d'autres circuits sont des circuits extrêmement bosselés à cause des conditions climatiques. C'était pareil en Russie en passant. Ça va être très difficile, le Canada. Alors, moi je pense qu'il ne faut pas changer le règlement. Le seul problème, pour moi, c'est que c'est incroyable que les équipes ne se soient pas préparées. N'est pas prévu qu'il y aurait ce phénomène-là. Comme le disait très bien Jean-Louis Moncey au mois de février sur Twitter, il l'avait dit, c'était déjà arrivé en 78, quand est arrivé l'effet de sol, quand Lotus a démarré l'effet de sol, lors de la première année et demie, grosso modo, on a mis en place ça. On a eu d'énormes problèmes de marsouinage. On l'avait compensé par les jupes, les jupes en caoutchouc, les jupes amovibles, qui permettaient de limiter ce phénomène. Sauf que ça, on ne va pas l'autoriser parce que ça a provoqué énormément d'accidents mortels dans les années entre 80 et 82. Les jupes latérales, donc il va falloir trouver une solution à ce phénomène, mais c'est incroyable que les équipes de F1 n'aient pas regardé le passé à un moment, n'aient pas regardé ce qui s'était déjà passé avant, parce qu'elles se seraient aperçues qu'il y aurait ce problème, ce phénomène-là. En plus, je pense que chez Mercedes, par exemple, on a durci la voiture, ce qui n'a eu aucun effet, vu que le temps qu'elle gagnait dans les portions techniques, elle le perdait en ligne droite parce que la voiture frottait au sol. Donc il aurait fallu être plus haut en hauteur de caisse. Mais est-ce qu'il faut changer le règlement? Je ne pense pas. J'ai vu beaucoup de gens dire il faut changer le règlement. Non. Changer radicalement le règlement, interdire l'effet de sol, non. C'est complètement stupide. On ne va pas changer le règlement parce que les équipes n'ont pas fait attention au passé. Ne se sont pas assez renseignés, non. Par contre, les équipes, oui, devront énormément travailler pour limiter ce phénomène. Et les pilotes de F1 devront peut-être... faudra voir. Mais je pense que de toute manière, ce phénomène de marsouinage, il va rester. Si on passe à 23-24 Grands Prix, il y aura des forfaits. Mais comme on a en MotoGP avec l'effet... avec les freins qui sont de plus en plus performants et le syndrome des loges. Aujourd'hui, il y a des pilotes qui ratent 2 Grands Prix, 3 Grands Prix, à cause du syndrome des loges. Là, Jorge Martin, par exemple, c'est un problème au niveau du canal carpien, parce que les motos sont tellement maintenant pourvues d'éléments aérodynamiques et ont tellement des forces de freinage importantes que physiquement, ça devient très difficile. Mais... je pense que c'est aux équipes de s'adapter au règlement et c'est aux équipes de rendre les voitures plus faciles. C'est pas au règlement de rendre les voitures plus faciles à utiliser. Le confort, il ne faut pas le négliger avec les voitures. Et puis la sécurité. Je termine avec un dernier point, la sécurité qui, je trouve, ça a été compliqué sur ce Grand Prix, notamment le scotch sur la voiture de Tsunoda. Ça a tenu, mais c'est pas normal, quoi. C'est pas normal que la F1 autorise ça. C'est pas normal. S'il avait appuyé sur le bouton, on serait retrouvé avec peut-être des éléments de carbone un peu partout, des éléments d'aileron un peu partout.
avec des éléments de scotch, plus la voiture de Magnussen qui était très mal garée. Ça m'a rappelé, moi j'ai regardé pas mal de Grands Prix de 93, 94, 95. C'est un truc qu'on faisait beaucoup à l'époque, c'est de mettre les voitures sur le bas-côté. Mais on les mettait pas derrière le rail. Sauf que après la mort de Senna, on a quand même énormément amélioré la sécurité des circuits et on a arrêté de faire ça. Et bien là, on a continué à le faire. On l'a refait en Azerbaïdjan. Et avec des commissaires de piste qui ne sont pas au niveau. Là aussi, du côté de l'Azerbaïdjan, les commissaires de piste qui ne sont pas du tout au niveau. C'est pas normal aussi d'avoir des commissaires de piste aussi lents et aussi incompétents. Et là, la voiture n'était pas bien garée. Mais il aurait fallu mettre une safety car pour leur laisser le temps. Sauf qu'on n'a mis que des virtual safety car. Là aussi, c'est à la direction de course de se poser des questions. Moi, on pensait que Michael Masi était mauvais. Ses remplaçants sont pas mieux. Et si ces personnes-là représentent l'élite des directeurs de course, je peux vous dire que la F1 doit être très inquiète. Alors, la FIA doit être très inquiète. Parce que si c'est ça, l'élite des directeurs de course, alors sur le championnat de karting, ça doit être une catastrophe. Donc, alors j'ai vu que le président de la FIA a dit qu'il voulait que des copilotes de rallye deviennent directeurs de course parce qu'il disait que les copilotes de rallye font énormément de choses. Ça peut être une bonne solution, mais il va falloir les former très vite parce que ceux qu'on a en Formule 1 en ce moment, ils sont pas bons. Alors en même temps, Freitas, bon, en Formula I, il y a souvent eu des pénalités incompréhensibles. En WEC également. Donc j'étais pas énormément rassuré. Mais là, c'était pas bon ce week-end en Azerbaïdjan. Et pourtant, je crois que c'était pas Freitas qui dirigeait, mais on a beau en avoir deux directeurs de course, c'est toujours aussi mauvais d'un côté comme de l'autre. On passe à la note du Grand Prix. Rapidement, j'ai mis 8 sur 20. C'est dommage parce que la course a été très ennuyante. Par contre, les qualifs étaient très intéressantes. Mais je me suis trop ennuyé pendant le Grand Prix pour mettre une meilleure note. Voilà, le Grand Prix n'était pas assez passionnant, il s'est rien passé pendant 50 tours. Heureusement qu'il y a eu l'abandon des Ferrari, presque, pour qu'il y ait un petit peu d'animation. Donc non, j'ai pas été intéressé plus que ça par ce Grand Prix. Par contre, en qualif, c'était fantastique de voir les pilotes passer aussi près des murs, de voir les voitures être en difficulté. J'ai pris beaucoup de plaisir avec les qualifs. Par contre, pas avec la course. C'est pour ça que je mets un 8 sur 20. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Je pense que cette vidéo va être longue. Parce qu'on est déjà à quasiment 20 minutes de vidéo. Avant d'attaquer le bilan des Bleus, je commence avec Pierre Gasly pour ce bilan des Bleus. Très bon week-end pour Pierre. Certains ont dit que j'ai été très critique avec Pierre Gasly sur le bilan demi-saison, enfin de début de saison. Je suis totalement d'accord, hein, j'ai été très critique avec Pierre Gasly, mais parce que c'est aussi Pierre Gasly. Donc j'ai des attentes. J'ai pas les mêmes attentes avec un Latifi qu'avec un Pierre Gasly. On parle quand même d'un pilote qui veut démontrer depuis longtemps qu'il est capable d'aller dans un top team. Donc il faut qu'il arrive à être performant, même dans une équipe en difficulté. Et être devant son équipier. C'est quand même la base de la Formule 1. C'est pour ça que j'ai été assez critique avec lui et que je lui ai mis une mauvaise note. Du côté de Pierre, ben enfin un bon week-end, enfin un bon gros week-end, c'est pour ça que j'ai mis 16 sur 20. Il a fait vraiment du bon job ce week-end, des bonnes qualifs, des bons essais, une belle course bien entendu, même si j'ai pas mis 17, j'ai hésité avec 17. Stratégie. Alors je sais bien qu'il nous dit oui, ça lui aurait pas permis de gagner une position. Heureusement que Vettel a fait un 360, parce que je pense que sinon il finissait derrière Vettel, Pierre Gasly. Mais sinon ça a été un bon week-end. Il a bien géré ses pneus aussi, il a eu une bonne stratégie, notamment avec l'arrêt derrière la voiture de sécurité virtuelle après l'abandon de Sainz. C'était un très bon choix. Et puis la course a été bonne, il n'a pas été gêné non plus par d'autres pilotes plus que ça, à part par les deux McLaren qui n'ont pas permis de remonter sur Russell notamment. Mais je trouve que le Grand Prix était vraiment bon de la part de Pierre. Et j'espère que ça va enfin lancer sa saison sur cette piste. Parce que c'est vrai que pour le moment, son début de saison avait été très moyen. Le meilleur résultat jusqu'à maintenant de Pierre était une 8e place. C'était du côté de Jeddah.
déjà sur un circuit en ville rapide, donc c'est peut-être inquiétant, c'est que cette voiture ne se comporte bien que sur les circuits un peu en ville bosselés et rapides. Donc je pense qu'elle sera peut-être bien au Canada, mais peut-être que sur le reste de la saison, ça sera un petit peu plus compliqué. Et il avait fait 9e également en Australie sur un circuit en ville qui est devenu également un circuit très rapide. Mais là, ça s'est bien passé pour Pierre, voilà, avec une belle 5e place, un bon résultat. Je pense qu'il faut retenir ça pour Pierre. Puis j'espère que ça va enfin lancer la saison du français. Et j'espère surtout que McLaren a vu ça et que d'autres équipes ont vu ça pour lui permettre de récupérer un meilleur volant l'année prochaine. Parce que c'est vrai que déjà Pierre Gasly, c'est vrai, aimerait progresser et que il commence à vieillir aussi, Pierre. Donc c'est vrai que au bout d'un moment, quand vous restez trop longtemps dans des équipes de milieu de tableau, vous n'arrivez plus à monter dans des top teams. Et puis surtout chez Red Bull, il y a du monde chez les jeunes pilotes, notamment Liam Lawson, mais Daruvala aussi. Donc c'est sûr que ça serait bien de monter parce que sinon, peut-être que Pierre Gasly, dans 1 an ou 2 ans, il perdra sa place en Formule 1. Parce qu'il y aura des jeunes pilotes qui lui auront pris sa position. Donc ça serait bien peut-être de quitter désormais le giron Red Bull et de trouver une autre équipe pour montrer son talent. Esteban Ocon, 11 sur 20. Je m'attendais à un peu mieux après les essais. Le vendredi, c'était bien passé pour Alpine et je m'étais dit, oh Esteban, ça peut le faire pour une Q3 et puis pourquoi pas pour une 6e, 7e place. Ça peut être pas mal pour Esteban. Et puis la qualif, ils se sont ratés chez Alpine en termes de stratégie. En Q2, ils sortent avec des pneus usés, et ce qui fait que quand il améliore, c'est là où il y a un arrêt de séance. Donc ça, c'est la malchance, on va dire, à Bakou, mais en même temps, s'il n'était pas sorti avec des pneus usés sur son premier run, peut-être qu'il serait qualifié en Q3. Et après, forcément, sa course devient différente. Il est obligé de faire un très long run avec les hards en début de course, des pneus hard qui n'étaient pas très constants sur la durée d'un relais. Et pas de chance pour lui, il n'y a pas de safety car pour changer les pneus. Il a attendu le safety car, mais il n'est jamais venu. Il a attendu un drapeau rouge, mais il n'est jamais venu. Et c'est vrai que donc pour Esteban, à un moment on sentait bien que les pneus étaient complètement rincés. C'était pareil pour Ricciardo et Norris aussi, qui était un petit peu dans la même situation. Heureusement, il arrive à remonter à la 10e position en fin de Grand Prix, même s'il était quand même pas mal menacé par Zhou. Pas par Zhou, pardon, c'était Bottas, pardon, c'était l'équipier de Zhou. Mais oui, pour Esteban, voilà, ça a été un Grand Prix, une 10e place où il était à un moment aussi un peu dans un no man's land. Ça n'a pas été une course facile, donc c'est pour ça que j'ai mis 11 sur 20. Je m'attendais à un peu mieux de la part du Français. J'aurais aimé que ça soit un peu mieux également pour Esteban Ocon. Malgré tout, c'est encore une course dans les points. Depuis le début de saison, seulement 2 courses en dehors des points et surtout 0 abandon pour Esteban Ocon, vu qu'il avait fait 14e en Émilie-Romagne et 12e à Monaco. Là aussi, c'est très bien de la part du pilote français qui est sur une série de très très bons résultats, de courses très solides. C'est un pilote qui est très fiable, Ocon. Ça a toujours été sa force en Formule 1. Je rappelle que son premier abandon, je crois, était arrivé au bout de 40 courses de Formule 1. Enfin, c'était énorme. Le nombre de temps qu'il a mis avant d'abandonner en Formule 1. Et là, il retrouve cette fiabilité. Donc, c'est vraiment très bien également pour Esteban Ocon. Et puis, ça montre également que la Renault est fiable pour Esteban, un peu moins pour Fernando Alonso. On passe tout de suite au pilote au top. Premier pilote au top, j'ai mis Verstappen 19 sur 20. C'était le week-end presque piège pour Verstappen encore. Après une course à Monaco qui n'avait pas été exceptionnelle, surtout en termes de rythme. Là, en essai, il était derrière Checo Pérez pendant tout le week-end. Ça a été compliqué pour lui. Mais en course, meilleur rythme de course et puis surtout moins d'usure de pneus.
que son équipier. Et puis derrière, il profite de l'abandon de Charles Leclerc. Donc c'est vraiment la super opération pour Verstappen, d'un Grand Prix où il aurait peut-être perdu des points à la fois sur Pérez, à la fois sur Leclerc. Il se retrouve à marquer des gros points et à prendre une petite avance en plus au championnat pilote. Désormais, il n'y a que Pérez qui est à moins d'une course d'écart de Verstappen en termes de points. Leclerc est désormais un petit peu loin quand même. Alors certes, on est encore sur la première partie de saison. Il faudra attendre le Grand Prix de France, qui je crois marquera Grand Prix de France ou Grand Prix d'Autriche qui marquera la mi-saison. Malgré tout, ça commence à être intéressant. Et puis encore une fois, chez Red Bull, pour moi, on a pris son rythme de croisière. Et même en rythme de course, je trouvais que la Red Bull était meilleure que la Ferrari. Un peu meilleure que la Ferrari sur le rythme de course. Et Verstappen, je pense, va être très difficile à battre cette année. Ça commence à m'inquiéter un petit peu pour le suspense de ce championnat, mais Ferrari multiplie les erreurs, a en plus des problèmes de fiabilité, alors que chez Red Bull, pour le moment, on ne s'inquiète pas trop. Et puis avec Verstappen, j'ai l'impression que les problèmes coulent un petit peu sur lui. Il est très serein. Moi, je l'ai vu en interview là, 2, 3, 4 fois. Hyper serein en ce moment. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan de Verstappen, je vous le dis assez souvent, mais moi, très clairement, je ne vois pas comment. Je suis pas le pilote, je l'aime bien. C'est le personnage, on va dire l'homme que j'aime un peu moins, Verstappen. Mais là, je vois pas qui va pouvoir le battre, parce que malgré 2 abandons, il a désormais 21 points d'avance. Ça commence à faire beaucoup quand même au championnat pilote. Deuxième, Pérez. Pérez, j'ai mis 16 sur 20. Dommage son début de course. Dommage le graining. Dommage également qu'il n'ait pas fait l'arrêt derrière la virtual safety car. Ce qui lui coûte cher au final à Sergio Pérez. Surtout que l'arrêt au centre s'est pas très très bien passé. Alors il y a eu peu d'arrêts clean sur ce Grand Prix. Peut-être que c'est dû à la chaleur, que ça a dilaté peut-être un petit peu le métal des écrous. Vu qu'il y avait, la piste était très chaude, les pneus étaient très chauds. Les freins sont très chauds en Azerbaïdjan, peut-être que ça a dilaté un petit peu les écrous et que les pistolets avaient du mal à rentrer dans les écrous. C'est ma théorie, je ne sais pas si elle est bonne, mais on a eu très peu d'arrêts nickel sur ce Grand Prix et Pérez a eu quelques soucis, notamment sur une roue arrière, je crois, me rappeler. Sinon, encore très bonne qualification, où il était devant Verstappen. On sent un pilote qui est à l'aise dans l'équipe, qui est à l'aise dans la voiture. C'est vrai que c'est peut-être le seul problème de Verstappen, c'est que Pérez est apprécié, ce qui n'était pas forcément le cas ni de Pierre Gasly, ni de Albon, qui n'était pas apprécié plus que ça. Aujourd'hui, Pérez, il est très apprécié dans l'équipe. Et c'est pas simple quand vous avez un pilote numéro 2 qui est très très apprécié. Il faut trouver des ressources où il faut être très fort, ce qui était le cas de Schumacher par exemple avec Barrichello. Barrichello était très apprécié chez Ferrari, mais comme Schumacher était très fort, ça compensait on va dire. Mais c'est sûr que Verstappen ne devra pas avoir de coup de mou parce que sinon Pérez, il pourrait revenir dans le match. Et même au niveau de la politique interne de l'équipe Red Bull. Donc dommage Pérez, ses problèmes de graining, mais il a dit voilà, il avait pas trop de... Enfin, il était un peu déçu forcément parce qu'il finit deuxième et qu'il est derrière Verstappen, mais derrière vous avez un doublé pour l'équipe, il prend quand même la deuxième place, il est encore plutôt pas mal au niveau du championnat. Donc je dirais qu'il y a quand même plus de bons que de mauvais à retenir de ce Grand Prix. Russell 16 sur 20, Mister Regularity pour George Russell, encore une fois, une place d'honneur, 3e. 4e du championnat du monde, il remonte un petit peu sur Leclerc. Si Ferrari continue à avoir des problèmes et surtout si Ferrari est obligé de prendre des pénalités à cause de surutilisation de pièces mécaniques, ça peut être bon pour George Russell en fin de saison. Encore devant Hamilton, encore cet écart de 2-3 dixièmes. Un peu moins en course par rapport à d'habitude. Alors c'est vrai que je suis un peu j'ai pas la même analyse que Canal+. Tiens, j'ai oublié de parler de Pérez, de parler de ça avec Pérez, mais je vais en parler maintenant. J'ai adoré l'interview de Canal+, de Checo Pérez. J'ai adoré surtout cette question. Quand vous êtes arrivé en Formule 1, quel était votre rêve ?
Ah bah je voulais finir dernier, connasse. Non mais à quel moment le mec va te répondre je voulais pas être champion du monde de Formule 1? C'est une question con quand même, il y a un moment. C'est une question complètement débile. Enfin, à quel moment tu poses cette question-là vraiment? Et à quel moment tu te dis ah bah si, il va me répondre moi je voulais juste marquer un point en Formule 1 quoi. C'était mon objectif de vie quand je suis arrivé en Formule 1, c'était de marquer un point. Oh. Putain, faut se réveiller chez Canal. Hein. J'ai l'impression que cette année 2022, quand même, chez Canal, c'est quand même moins bien que d'habitude, je trouve. Hein, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve que c'est un peu moins bien. Avant, il n'y avait que la moto qui était pas top. Maintenant, la F1, des fois, je trouve que c'est pas exceptionnel. C'est pas tout le temps exceptionnel. Et je trouve que parfois, Julien Febvre fait des erreurs qu'il ne commettait pas auparavant. Donc, ça serait bien peut-être de reprendre du poil de la bête, de ne pas se reposer sur ses lauriers. Et j'ai adoré également l'interview à Charles Leclerc, donc après son abandon, où on voit bien que Charles Leclerc va directement en interview. On voit bien, et je pense qu'elle a le retour image, parce qu'elle a vu l'abandon, où on lui parle dans l'oreille, au moins, à la journaliste de Canal. C'était pas Amandine Moraïm. Si c'était Amandine Moraïm, je ne sais plus qui était à Zone Interview, mais c'était pas la même personne qui a fait l'interview de Checo Pérez. Je crois pas que c'était Amandine Moraïm. J'ai oublié le nom de la journaliste. Et là, j'entends cette magnifique question. Que vous a dit Mattia Binotto? L'abandon était il y a 5 minutes. Tu crois vraiment qu'il a eu le temps d'aller voir Mattia Binotto? Que Mattia Binotto lui a eu le temps de lui faire un débrief complet de la course? Je sais bien qu'on est en Formule 1 et qu'on va vite, mais bon, faut quand même pas déconner non plus. Elle a complètement raté son interview de Charles Leclerc. Et elle a eu du cul, c'est que c'était Charles Leclerc et pas Verstappen. Parce que je pense que Verstappen la détruisait. Fernando Alonso aussi pouvait la détruire en interview. Elle a eu du cul, c'est que Leclerc, même quand il est pas content de lui, il va quand même en interview. C'est quand même, je dirais, un bon client, Charles Leclerc. Elle a eu du cul de ne pas avoir Kimi Raikkonen. Voici. Kimi Raikkonen, il serait barré avec ce genre de questions. Tu poses pas ce type de questions, quoi. Tu poses, est-ce que vous avez déjà des informations sur ce qui s'est passé au niveau du moteur? Tu essayes de lui faire parler du Canada ou de ce genre de choses. Tu lui parles pas de... Enfin, voilà. Enfin, il y a des journalistes, parfois en interview, ils oublient qui ils ont en face. Et ils oublient ce que c'est d'être dans la situation d'un Charles Leclerc. Ils n'ont pas d'empathie. Ils n'essayent pas de se mettre à la place du mec en face. Je trouve que c'est une erreur totale. Oui, c'est pas facile déjà qu'il se plante en interview. Donc déjà, tu peux le remercier qu'il se plante en interview. Ça, c'est déjà le minimum. Et ensuite, essaye de ne pas l'enfoncer non plus, Charles Leclerc. La situation est déjà assez compliquée comme ça. Bon, je reprends avec Russell. Donc, Mr. Regularity, 3e podium de la saison. Il est jamais sorti du top 5, quand même. Pas d'abandon. Et c'est le pilote le plus régulier depuis le début de saison, 99 points. Avec une voiture qui n'est pas fantastique. Voilà, il a quand même rempli son contrat. Et Lewis Hamilton, c'est pas simple. C'est pas simple parce que je pense que même en interne, Lewis Hamilton, il commence à sentir que Coco, il commence à prendre de l'ampleur. Alors, Toto Wolff a cette faculté à toujours gérer extrêmement bien les égos. Sauf avec Rosberg. À l'époque, il était jeune, il était fougueux. Mais Russell, oui, ça va commencer peut-être à se complexifier un petit peu pour Toto Wolff. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais bon, il y a un moment, George Russell, il voudra tuer le père. J'ai mis 14 sur 20. J'ai mis 14 sur 20 à Hamilton. Pourquoi 2 points de moins par rapport à Russell? Parce que le rythme est moins bon. Il y a 2 dixièmes. Alors même s'il a fait une belle performance, même si il a piloté dans des conditions extrêmement difficiles avec le dos, c'était pareil pour Russell. Alors certes, Russell a 10 ans de moins, donc le dos est peut-être en meilleur état que le dos de Hamilton, ça c'est clair et net. Le mal de dos, le mal du 21e siècle. Mais quand même, il a subi les mêmes secousses. Et donc du côté d'Hamilton, soit il n'arrive pas à s'adapter à ces nouvelles Formule 1, et je pense qu'il y a aussi dans la mauvaise performance de Hamilton, c'est pas seulement la Mercedes qui est mauvaise,
ou le fait qu'il n'arrive pas à s'adapter à une mauvaise voiture. Il a déjà piloté des mauvaises voitures dans sa carrière. La Mercedes de 2013, elle n'était pas top. La McLaren de 2009, elle n'était pas incroyable non plus. Mais il a réussi à s'en sortir à ce moment-là. Même la McLaren de 2012, c'était pas non plus la meilleure McLaren de l'histoire. McLaren commençait déjà à être sur la pente descendante qui l'amènera vers McLaren Honda. Je pense que Hamilton n'arrive pas à s'adapter à ces nouvelles Formule 1. Et je pense que le problème du manque de performance d'Hamilton, il est déjà là. Et ensuite, la Mercedes n'est pas très bonne. Mais je pense qu'il n'arrive pas à s'adapter à ces Formule 1. Qu'il n'arrive pas à adapter son pilotage à ces Formule 1. Alors certes, vous rajoutez à ça des difficultés physiques à cause du pompage, ça c'est clair et net, mais je pense que du côté d'Hamilton, il va falloir aussi trouver des solutions par rapport à son pilotage pour s'adapter, parce que la voiture ne pourra pas être... Il faut parfois s'adapter à la voiture. La voiture ne peut pas toujours s'adapter à toi. Et j'ai l'impression que du côté d'Hamilton, c'est là où le bas blesse. Vettel, 14 sur 20. J'ai pas mis 15. J'ai hésité entre 14, 15, voire même 16 pour Vettel. Ce qui m'a un peu énervé avec Vettel, ce sont ces deux erreurs. Je pense qu'en qualif, il n'était pas obligé de prendre autant de risques. Je pense qu'une Q2 était déjà très bien pour Aston Martin. Et que surtout quand il prend des risques, c'est un moment où son temps a de grandes chances de lui permettre une bonne place sur la grille de départ. Enfin, de lui permettre d'aller en Q3. Donc il n'a pas besoin de reprendre de risques, je pense. Et puis surtout, du côté de Vettel, c'est son 360 face à Ocon, quoi. Ça lui coûte, je pense que ça lui coûte la 5e place face à Gasly. Je pense que ça lui coûte la 5e place. Parce que Gasly, en fin de Grand Prix, c'est pas simple. Il a les pneus un peu morts, alors que je pense que Vettel aurait pu remonter sur lui. Donc voilà, déception de ce côté-là du côté de Vettel. Par contre, malgré tout, une belle place, 6e place à l'arrivée. C'est un circuit qu'il affectionne, hein, Vettel. L'année dernière, il avait déjà fait 2 avec l'Aston Martin. Donc voilà, c'est toujours un circuit où il a été performant. Vettel qui est quand même en fin de contrat, comme Alonso. Mais je suis un peu plus inquiet pour Vettel parce que c'est vrai que j'ai l'impression que Vettel n'est plus en accord avec la Formule 1. Les convictions écologiques de Vettel ont pris le pas, j'ai l'impression, sur sa passion qu'il a de piloter en Formule 1. J'ai l'impression aussi que les à côté de la Formule 1, médias et autres choses, l'empoisonnent. Et qu'il en a marre, en fait. Il en a marre du paddock, je pense. Il adore toujours piloter, il adore toujours faire de la Formule 1, de piloter les voitures les plus rapides au monde. Par contre, j'ai l'impression que les interviews, le paddock, les sponsors, ça lui tape sur les nerfs, mais de manière formidable. Et je pense que c'est le problème aujourd'hui de Sébastien Vettel, c'est qu'il en a marre en fait des à côté de la Formule 1. Et surtout que les à côté de la Formule 1 ne respectent pas ses convictions. Et il a désormais des convictions au niveau écolo qui sont assez fortes et que ça ne correspond plus avec la F1 et surtout avec ce qui est en train de devenir la Formule 1 aussi. Avec de plus en plus de grands prix, une F1 qui oublie peut-être cette notion-là d'écologie. En augmentant le nombre de courses, qui est une catastrophe au niveau des frais de transport et des coûts de transport. Alors, je dis pas qu'on doit arrêter le sport, non plus. Je sais très bien que le sport, c'est le truc le moins écolo au monde. Hein. Le sport, c'est pas écolo du tout. Mais je pense qu'on pourrait y réfléchir aussi un petit peu quand les gens font des efforts, notamment à consommer moins d'énergie, à faire ce genre de choses. Je pense que la F1, où on est plutôt quand même des privilégiés du côté de la Formule 1, pourrait faire des efforts également de diminuer le nombre de courses et surtout d'essayer de limiter les transports comme l'Azerbaïdjan, le Canada, qui est quand même un double header, qui est extrêmement compliqué à réaliser en termes de logistique, et ce qui fait que comme c'est compliqué à réaliser en termes de logistique, ça a un coût carbone qui est très élevé.
Mais je pense que c'est ça le problème de Vettel. Quand il dit, des fois je me réveille la nuit et oui, je réfléchis la nuit à ce genre de phénomène, ça montre bien qu'on est avec un pilote qui n'est plus en accord du tout avec sa passion. Et je pense que ça va poser un problème, oui, dans les... Enfin, ça le fait réfléchir et je pense que si ça nuit trop à sa passion, je pense qu'il arrêtera. Je termine avec Ricciardo, 14 sur 20. Enfin, devant Norris, alors oui, vous allez me dire, il fait que 8ème, hein, donc c'est pas non plus incroyable du côté de Daniel Ricciardo, de là s'emballer à mettre un 14 sur 20, oui, mais sauf qu'il était sur une telle série de contre-performances que de le voir déjà dans les points, c'est pas mal, que de le voir devant Norris, c'est pas mal, surtout qu'il a dû lutter face à Norris en fin de Grand Prix. Je trouve que McLaren a même été un petit peu salaud. Moi, je pense que Ricciardo restera pas chez McLaren, parce que dans la manière où McLaren a géré... la situation avec Norris, on a bien compris que c'était plus du tout que le poulain, c'était Norris. Parce qu'on l'a laissé derrière Norris à surchauffer ses pneus alors qu'il était plus rapide que Norris sur le premier relais. Et ensuite derrière, on n'a pas vraiment gueulé Norris quand il revient sur Ricciardo et quand il met la pression sur Ricciardo. Donc ça montre bien que Ricciardo, on n'y pense pas pour l'année prochaine et que Norris est le numéro 1 chez McLaren. Et que donc même si Pierre Gasly allait chez McLaren, ça serait quand même pas évident pour avoir un rôle de pilote, d'être traité à égalité avec Norris. Ça sera pas évident pour Pierre Gasly. Mais voilà, du côté de Daniel Ricciardo, donc les points de la 8e place, au moins, il pourra se dire qu'il a fait ça au moins en Azerbaïdjan. Peut-être que ça va le relancer aussi un petit peu, Daniel Ricciardo. Et peut-être que s'il se relance, il arrivera à trouver une nouvelle équipe pour l'année prochaine. Mais pour moi, Daniel Ricciardo chez McLaren, ça semble définitivement terminé. Mais voilà, une course pas trop mauvaise pour Ricciardo. C'est pour ça que je mets un 14 sur 20. On passe tout de suite au pilote moyen. On va essayer d'aller vite à partir de maintenant parce que la vidéo est vraiment très longue. Du côté des pilotes moyens, je commence avec Alonso, 13 sur 20. J'hésitais entre 14 sur 20 et 13 sur 20 du côté de Fernando Alonso. Mais le week-end s'est quand même plutôt bien passé avec la 7e place en course. Malgré tout, je trouve qu'en qualification, c'était pas top. Seulement 10e sur la grille de départ, j'aurais préféré un peu mieux. Peut-être que chez Alpine, on avait un peu trop déchargé la voiture, parce que même sans le système DRS, la voiture était très difficile à dépasser, et je pense qu'on a peut-être été un peu loin pour décharger la voiture. Alors certes, ils faisaient un dernier secteur fantastique, ils avaient la meilleure vitesse de pointe du côté de chez Renault, mais je pense qu'on avait un peu trop déchargé l'aileron arrière. Du côté de l'équipe française, ce qui a un peu nuit à Ocon, mais ce qui a nuit également à Fernando Alonso. Alors après en course, ça a été un peu mieux pour Fernando Alonso, mais c'était peut-être un week-end où Alpine aurait pu marquer un peu plus de points, et c'est pour ça donc j'ai mis 13 sur 20 à Fernando, parce que tu vois que Vettel n'est pas non plus extrêmement loin, et en plus quand tu décharges la voiture, ça veut dire aussi que tu as plus d'usure au niveau des pneus parce que tu glisses un peu plus. Mais on a retrouvé quand même du très bon Fernando Alonso ce week-end, qui n'était pas non plus sur une très belle série, hein, Fernando, parce qu'il y a eu... sur sa première partie de saison, tout n'a pas été fantastique pour Fernando, mais là, ça fait depuis 3 courses qu'il est dans les points. 2 fois 7e à Monaco en Azerbaïdjan, donc voilà, il se relance au niveau du championnat, et surtout pour Alpine, c'est des gros points au niveau du classement constructeur, et ils prennent la 5e place, et surtout ils remontent également sur McLaren, et il y aura peut-être un beau match du côté de la 4e place du championnat constructeur, surtout si Ricciardo n'arrive pas à marquer beaucoup plus de points que cela. Je continue avec Zhou, j'ai mis 12 sur 20 à Zhou. Première fois de la saison qu'il est devant Bottas. Alors certes, on a eu un Bottas en grande difficulté ce week-end, mais c'est quand même bien ce qu'a fait le Chinois. Dommage son abandon lié à un problème mécanique sur la voiture, parce que ça a été quand même le mauvais week-end de chez Ferrari. Mais je voulais retenir de Zhou sa belle performance, que ça soit en qualif. En course, je pense qu'il aurait pu marquer top 10. Je pense que voilà, il aurait pu menacer Esteban Ocon en fin de Grand Prix. Surtout quand on voit ce qu'a fait Bottas en fin de course. Je pense que Zhou était encore plus rapide. Et c'est bien
d'être devant Bottas. Ça montre que Zhou commence peut-être à trouver enfin du rythme sur cette Alfa Romeo. Dommage du côté de Zhou que ça fait quand même 3 abandons sur les 4 dernières courses. Ça, c'est un peu dommageable pour le pilote chinois. Mais je trouve qu'en termes de performance, ça commence à arriver en termes de rythme. Et ça, c'est assez intéressant parce que pour le moment, il faisait peu d'erreurs de pilotage, mais il avait du mal en termes de rythme de course. Et puis je continue avec Lando Norris. J'ai mis 11 sur 20 pour Lando Norris. Je pense que la stratégie de McLaren n'était pas bonne. Et je pense que ça a coûté un peu cher à Norris. Le fait également qu'on ne se qualifie pas en Q3 n'a pas aidé du côté de chez McLaren. Il a peut-être fallu réviser en termes de stratégie. Le fait qu'il soit derrière Ricciardo, le fait qu'il a plus pensé à sa gueule qu'au collectif. Ça aussi, ça m'a un petit peu embêté. Norris, il joue plus grand-chose au niveau du championnat pilote. Il joue pas vraiment un top 5. Le top 5, je pense, est désormais inaccessible pour Lando Norris, à partir Sainz et Hamilton s'écrouler complètement. Je pense que ça sera et que la McLaren faisait des performances incroyables. Je pense que ça sera compliqué. Donc je vois pas pourquoi il a mis autant la pression sur Ricciardo. Alors qu'il dit je respecte Ricciardo. Pour moi, Ricciardo est un bon équipier, c'est un pilote de talent. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu dois penser à l'intérêt collectif. Et là, je trouve qu'il a fait une erreur un petit peu de débutant. En mettant la pression sur Ricciardo, qui n'avait pas d'intérêt, ce qui aurait pu avoir des conséquences très graves, parce qu'imaginons que Ricciardo fasse une erreur sous la pression de son équipier, et il perdait 2 points, 3 points au niveau du championnat constructeur, qui leur aurait peut-être manqué en fin de saison. De temps en temps, il faut penser à l'intérêt collectif avant son intérêt personnel en Formule 1. Pas souvent, je vous rassure, mais des fois, il faut le faire. Et je pense que du côté de Norris, ça a été l'erreur de penser à l'intérêt personnel avant l'intérêt collectif de l'équipe McLaren. Tsunoda, 11 sur 20. C'est dommage le coup du scotch, le coup de l'aileron arrière mobile, qui est un problème qui ne doit pas arriver, je pense, en Formule 1. Le problème de fiabilité au niveau de l'aileron arrière mobile, ça peut être dangereux en plus. Il a eu de la chance, c'est que c'est l'aileron qui est resté en position fermée et pas en position verte, parce que sinon c'était dans le mur. S'il y avait un demi-aileron en position verte, en plus ça aurait déséquilibré complètement la voiture. Après, du côté de Tsunoda, il était plutôt bien parti pour être encore dans les points. Tsunoda pour être 8 ou 9. Donc c'est pour ça que je mets 11 sur 20, parce que le week-end était vraiment pas mauvais de la part du pilote japonais. En plus, il était en Q3, c'était vraiment un week-end très intéressant que nous proposait le japonais jusqu'à son problème d'aileron. Même si au niveau du rythme de course, ça aurait pu être un peu meilleur. Bottas, 9 sur 20. Premier week-end très difficile pour Bottas. On a bien senti dès vendredi que l'Alfa Romeo n'était pas incroyable. Et quand même derrière son équipier. Donc c'est pour ça que j'ai mis 9 sur 20 pour Bottas. Pas un grand rythme en qualif, pas de rythme en course. Il prend la 11e place malgré quand même quelques abandons dans le top 10, notamment les deux Ferrari. Et il n'avait pas de rythme ce week-end. Bottas, ça arrive. Il est chez Alfa Romeo, il est dans une équipe qui parfois, le niveau de performance ne sera pas incroyable. Je crois me rappeler déjà qu'en Arabie Saoudite, ça n'avait pas été foufou du côté de chez Alpha. C'est dommage parce que lui aussi, il était sur une série de 5 courses dans les points. Mais là, ça ne s'est pas bien passé. Alors déjà à Monaco, ça n'avait pas été... il finissait dans les points, mais le week-end n'avait pas été très bon du côté du pilote finlandais. Mais là, ça a été un peu plus compliqué, c'est dommage. Pour Bottas, voilà, mais bon, ça arrive. Quand on est dans une équipe de milieu de tableau, c'est normal que de temps en temps, on ait des performances un peu moins bonnes. Après, il ne faut pas que ça se reproduise. Voilà, ça sera important du côté de chez Alpha. J'ai peur aussi que du côté de chez Alpha, pour le moment, on n'ait pas énormément développé la voiture. On n'a pas apporté beaucoup de pièces d'évolution, j'ai l'impression, sur cette Alfa Romeo. Et c'est peut-être une erreur parce que les autres, eux, travaillent.
Et puis je termine du côté des pilotes moyens avec Albon. Pourquoi j'ai mis 9 sur 20 Albon? Au départ j'étais parti pour une note un peu meilleure, parce qu'il finit quand même 12e du Grand Prix, alors que la Williams, ce week-end, il y avait vraiment 2 voitures qui étaient hors du coup. Williams et Haas n'étaient vraiment pas dans le coup. Mais c'est à cause de l'incident le vendredi, voilà, où il casse quand même une partie de la suspension. Ça a enlevé du temps de roulage qui aurait pu lui permettre d'avoir un peu plus de rythme. Et c'est dommage d'avoir pris autant de risques alors que il n'y avait pas besoin, je pense, à cet endroit-là de la piste de prendre autant de risques. C'était voilà, avant la ligne droite des stands, il n'y avait pas besoin de prendre autant de risques, de passer aussi proche des murs. Ça n'a que peu d'effet au niveau de la vitesse de pointe. Donc c'est pour ça que j'ai mis 9 sur 20 Albon. Voilà, c'est sur cette erreur, sinon j'aurais mis un peu plus. J'ai hésité aussi avec la note de Albon. C'est parti des pilotes ce week-end où j'ai hésité. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, là aussi on va essayer de faire vite. Je commence avec Magnussen, 7 sur 20. Pas beaucoup de performances pour Magnussen. Alors là, c'était un peu hors du coup ce week-end, il faut le dire. Et puis après, abandon mécanique, donc c'est pas un bon week-end pour Kevin. C'est dur, hein, son week-end est dur à noter. Hein. C'est un week-end qui est très compliqué à noter parce qu'il est quand même devant Schumacher, sauf que j'ai l'impression que Schumacher, je pense qu'après Monaco, on lui a mis un petit taquet dans la gueule et j'avais l'impression d'avoir un pilote très très sage ce week-end. Schumacher, il prenait pas beaucoup de risques, je trouvais qu'il pilotait un petit peu en dedans. Donc c'est un peu facile de dominer un équipier qui ne pilote pas forcément à 100% ou à 110% en termes de prise de risque. Et ensuite, c'est compliqué de noter son Grand Prix parce qu'il abandonne quand même assez vite. Et que j'avais quand même l'impression que le rythme n'était pas foufou du côté de la Haas, mais j'ai l'impression que c'était la voiture qui n'était pas bonne. Donc j'ai mis 7 sur 20 pour Magnussen. Certains diront que c'est trop sévère et je le conçois complètement. Vraiment, j'avais beaucoup de difficultés à noter son week-end. Alors maintenant, on va passer à Charles Leclerc. J'ai mis 6 sur 20 Charles Leclerc. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, je note globalement le week-end. Je note plus le fait qu'il perde des points que sa performance en pole. Il fait une très belle pole position, ça, il n'y a rien à dire. Dans le secteur 2, il était intouchable. Charles Leclerc, il était intouchable dans le deuxième secteur. S'il gagne le Grand Prix, il a 18. 18 ou 19, Charles Leclerc. Le problème de Leclerc, même s'il est sur le podium, il aurait eu une bonne note, Leclerc. Le problème, c'est l'abandon. Deuxième abandon, alors qu'il est en tête sur problème mécanique. Et surtout, j'ai eu l'impression, et ce qui est tout à fait normal d'un pilote qui était quand même abattu en interview, même si l'interview était très mal réalisée, j'avais quand même l'impression d'avoir un pilote vraiment très abattu, et surtout le retard au championnat pilote qui commence à être un peu important, et ça fait quand même déjà beaucoup de pièces de cassées chez Ferrari. Je suis un petit peu inquiet que Charles Leclerc ne se tape pas des pénalités sur la deuxième partie de saison parce que il devra utiliser des moteurs supplémentaires ou des pièces supplémentaires et on sait que ce sont des pénalités qui sont très importantes. Donc j'ai un peu peur que là on ait vécu déjà un grand tournant de cette saison 2022 de Formule 1. C'est dommage pour Charles, ce problème mécanique, parce qu'il avait encore un très bon rythme de course. Je note aussi un peu sévèrement Charles Leclerc, mais c'est aussi pour noter un petit peu l'équipe Ferrari. Les arrêts au stand chez Ferrari, c'était pas bon. Pas bon du tout, l'arrêt de Charles Leclerc, plus de 5 secondes. C'est pas normal de faire autant d'erreurs. Ça fait quand même depuis 3-4 courses, depuis Miami, où les arrêts au stand sont quand même très mauvais chez Ferrari. Il va falloir se remettre là également la tête à l'endroit. 5 sur 20 pour Mick Schumacher. Pourquoi je mets 5 sur 20 à Mick Schumacher? Alors certes, ce week-end, il n'a pas coûté d'argent à son équipe, il n'a pas cassé de pièces. Mais alors, il n'y avait pas de rythme. Alors certes, la Haas n'était pas performante, mais bon, heureusement que Latifi s'est pris des pénalités. Parce que bon, Schumacher, nulle part en termes de rythme. Donc si sa seule solution pour être fiable, c'est d'être hors du coup en termes de chrono, ça va être compliqué de rester en Formule 1. Ah, mais vraiment, soit il casse les voitures, soit il n'est pas dans le rythme. C'est là où tu vois que Mazepin était quand même vraiment mauvais l'année dernière.
Je pense que le nom Schumacher ne va pas suffire là pour le pilote allemand. Je suis quand même très inquiet. Et je me dis que chez Ferrari, on aurait peut-être mieux fait de prendre Kalou Magliot, mais je l'ai déjà dit plein de fois. Sainz, 4 sur 20. Pourquoi je mets une moins bonne note à Sainz qu'à Leclerc? Certes, lui aussi, problème mécanique, mais de toute manière, problème au niveau des freins. C'est avec ces systèmes de freins électroniques. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle de la Formule 1 depuis 2014, parce qu'on a vu pas mal de fois où les freins ont lâché sans en prévenir, les freins arrière. Je pense notamment à Latifi lors des essais privés de Bahreïn où les freins avaient complètement explosé et on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Mais du côté de Sainz, malgré ce problème mécanique, le rythme de course n'était pas bon. Alors en qualif, il arrive à limiter la casse. Par contre en course, on voit qu'il n'est pas à l'aise en voiture. Hein. Il n'est pas à l'aise dans ces nouvelles Formule 1 parce que le rythme n'était vraiment pas bon du côté de Carlos Sainz. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce qu'il a eu autant de temps dans la voiture que Leclerc. Parfois, on ne comprend pas tout. Ça fait aussi le 3e abandon pour Carlos Sainz. Alors moi, j'ai adoré quand même ce grand moment, encore une fois, de Canal+, avec Villeneuve qui critique tout de suite Sainz en disant il est allé au tas sans regarder le ralenti. Je pense qu'avant de s'exprimer sur un pilote, il faut être sûr de soi. Avant de critiquer fortement un pilote, il faut être sûr de soi. Et je pense que là, c'était pas le bon moment avec Sainz et qu'il n'était pas sûr. Donc 4 sur 20 du côté de Carlos Sainz, parce que voilà, j'ai trouvé que le rythme de course n'était pas suffisamment bon pour le pilote espagnol. Stroll, 4 sur 20 aussi. Quand même une fois au tas. Enfin, 2 fois au tas. Alors, est-ce que c'était dû à un problème sur sa voiture ? Lui, il a dit que non. Le problème, c'est que j'ai l'impression que Stroll, le français, c'est pas sa spécialité non plus. Donc, je suis pas sûr qu'il comprenne toujours tout et les nuances de la langue française, car la langue française est parfois très nuancée et pas facile à apprendre. Mais du côté de Stroll, de toute manière, c'est encore une fois une mise au tas et ça fait quand même 2 fois au même endroit en 2 ans d'affilée. Donc c'est-à-dire qu'il n'apprend pas de ses erreurs, Stroll. Rythme de course qui était moins bon que Vettel, rythme de qualification rythme lors des essais qui était moins bon que Vettel. Bon, cette année, c'est quand même très compliqué pour Stroll. Voilà. Donc il abandonne pendant le Grand Prix. Bon, à cause d'un problème mécanique, entre guillemets. On a surtout voulu économiser des pièces. Après, voilà. Je pense que c'était pas le week-end de Stroll. Après Stroll, bon, certes, il a fait un podium en Azerbaïdjan, mais les circuits en ville, c'est quand même pas vraiment sa spécialité au pilote canadien. Et puis je termine avec Latifi, 3 sur 20. C'est peut-être le nombre de points qui lui reste sur son permis, c'était ça que je devais vérifier. Parce que il a encore pris des pénalités. Oui, points de pénalité des pilotes. Je pense que Latifi ne doit plus en avoir beaucoup de points sur son permis. Oui, il a 4 points de pénalité, Latifi. Mais il doit en perdre 3 le 4 juillet. Je pensais qu'il avait plus de points de pénalité que ça. Pour le moment, c'est Tsunoda et Stroll, Verstappen qui ont 7 points. Et c'est Stroll et c'est Verstappen qui va les garder les plus longtemps pour le moment, jusqu'au 12 septembre 2022. Voilà, où il n'aura plus que 5 points à ce moment-là de pénalité s'il ne se reprend pas encore des amendes. Mais je suis assez surpris que Latifi n'ait pas plus, parce que là, il les a quand même enquillés les erreurs. Les drapeaux bleus, ça fait beaucoup quand même sur un week-end de course. Les drapeaux bleus, alors il n'a pas eu de chance non plus, c'est que Williams a pas fait reculer la voiture assez vite, mais ça fait quand même beaucoup pour un week-end de course pour Latifi. Et puis toujours pas de rythme par rapport à Albon, donc là on va pas y revenir là-dessus. J'en ai déjà dit beaucoup sur le pilote canadien. On passe tout de suite aux différents championnats pour conclure cette vidéo. Championnat pilote. Verstappen en tête avec 150 points, il a désormais 21 points d'avance sur Sergio Pérez. Charles Leclerc est lui beaucoup plus loin avec 34 points
de retard. Quant à George Russell, à 51 points de retard, il est quatrième. On retrouve ensuite Carlos Sainz et en derrière le peloton, on va dire, des autres, avec Hamilton 62 points qui a 12 points d'avance sur Norris, 22 points d'avance sur Bottas. Ensuite on retrouve Esteban Ocon avec 31 points, 9e, juste devant Pierre Gasly, 10e avec 16 points, qui est désormais à égalité avec Alonso. Et il passe ces deux pilotes-là devant Magnussen, Ricciardo 13, Vettel 14. Et on a encore deux pilotes qui n'ont pas marqué de points et qui font toute la saison. C'est Schumacher et Latifi. Du côté du classement constructeur, eh bien Red Bull prend un sacré avantage avec ce doublé. 80 points d'avance désormais sur Ferrari. Ça semble donc bien en marquer. C'est déjà un premier coup de poignard avec ce double abandon de Ferrari. Derrière, on retrouve Mercedes qui remonte donc sur Ferrari avec 38 points de retard, si je ne me trompe pas. Ensuite, McLaren qui mène le middle pack, l'empire du milieu, avec 65 points, avec donc 18 points d'avance sur Alpine. Alpine qui a 8 points d'avance sur Alfa Romeo qui est 6e. AlphaTauri, quant à eux, sont 7e et un petit peu dans un no man's land. Ils sont trop loin du pack du milieu et trop devant la fin de tableau. Et donc on retrouve ensuite Haas et Aston à égalité avec 15 points. Et Williams dernier avec 3 petits points, tous apportés par Albon. Prochain Grand Prix, le Canada, le week-end prochain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires. On fera également le bilan de la début de saison, du début de saison de la F2 et de la F3 dans les jours à venir. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.